Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Nathalie Lebas-Vautier. Nathalie, c'est la cofondatrice de la marque française Ekyog, une marque pionnière sur les questions d'éco-responsabilité. Cette aventure s'est finalement terminée, mais Nathalie s'est replongée dans l'entrepreneuriat, toujours au service d'une mode plus durable, en créant Good Fabric pour accompagner les entreprises dans leur transition RSE. Qu'a-t-elle appris de toutes ces années à travailler dans la mode éthique ? Et quand on est pionnière, par quoi commence-t-on et comment s'y prend-on pour transformer l'industrie textile ? Avec Nathalie, nous avons parlé de coton, de recyclage et de son optimisme. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors en 2004, on va essayer de retracer un petit peu aussi votre parcours parce que ça explique beaucoup ce que vous faites aujourd'hui. Donc en 2004, vous avez créé Ekyog, qui est une des premières marques éthiques françaises. En 2004, personne, je pense qu'on peut le dire, n'avait conscience des enjeux liés à la mode. Et donc je me demandais, vous, à quel moment en fait vous avez pris conscience des dérives de l'industrie textile, des dérives sociales et environnementales ? Alors, j'ai vraiment pris conscience de ces dérives, on va dire en 2002-2003. Juste par curiosité en fait, parce que à l'époque j'étais dans une belle entreprise française et où j'avais la chance de beaucoup voyager en fait, et je faisais mon métier qui était de négocier un bon prix, faire un bon produit pour le livrer au bon moment, et donc je voyageais énormément, notamment en Asie, mais je ne savais pas vraiment qui étaient les gens qui produisaient, quelles étaient les cultures, et donc j'ai été assez curieuse et j'ai découvert, et j'avoue que je ne le savais pas, que le coton était la culture la plus polluante au monde, avec des incidences au niveau social, au niveau environnemental. Et c'est là que je me suis interrogée sur le sens que je voulais donner à mon parcours professionnel, tout simplement. Et j'ai partagé cette idée avec mon mari, qui lui avait une veine entrepreneuriale que moi, je n'avais pas forcément. Et notre petite fille venait de naître, elle est née en 2002. Et voilà, donc nous sommes bretons d'origine, on vivait à Paris et on a tout lâché. Et on est parti d'une page blanche et voilà, on est devenus des entrepreneurs. On a essayé de réconcilier ce qu'on peut considérer comme les contraires, c'est l'écologie et l'économie. Voilà. Ok. Ouais, non, mais c'est passionnant de se dire que en 2004, vous avez un peu ouvert la voie à tout ça, sans probablement vraiment mettre de mots sur ce que vous étiez en train de faire, mais ce qu'on appelle aujourd'hui la mode durable, la mode responsable. Ouais. Et en 2004, qu'est-ce qui a été le plus difficile quand vous avez souhaité créer une marque en accord avec vos valeurs ? Alors, ce qui a été le plus difficile, y avait plusieurs aspects. Déjà, la supply chain, qui n'existait pas ou qui était balbutiante. On était vraiment dans la fast fashion, être extrêmement exigeant quand vous n'avez pas de moyens, que vous n'avez pas de volume, vous n'êtes pas entendu. Et à la fois sur le marché français, la conscience écologique était totalement vierge et vous êtes pris un peu pour une utopiste, une idéaliste et vous n'êtes pas franchement pris au sérieux. Donc conjugué à cela que moi, mon ambition, c'était vraiment de faire des produits dans l'air du temps, à la mode, désirable, avec un grade de qualité attendu avec nos envies d'occidentaux. Et il n'y avait pas de réponse industrielle. Donc c'est là où vraiment j'ai galéré, on peut le dire. Et ça a été une croisade, vraiment. Quand vous partez il faut mieux pas savoir à quoi on s'attend,
parce que sinon je crois qu'on n'y va pas, mais plus on est jeune, plus on est fou. Et j'ai créé Kyog, j'avais 30 ans, donc c'était le bon tempo, on va dire. Ok, mais j'imagine que ça a pas dû être facile, même au niveau du discours finalement, de se faire entendre. Et je crois même, enfin j'ai lu, vous allez dire si je me trompe, que vous avez dû créer une filière de coton biologique en Inde qui n'existait pas du tout. Comment ça s'est passé et surtout donc en 17 ans, comment cette filière a évolué ? Alors en effet, on a beaucoup voyagé avec mon mari et on a rencontré le seul qui a accepté finalement de nous suivre. Parce qu'en fait, quand vous n'avez pas de moyens financiers, il faut être malin et conjuguer ses forces. Et lui, c'était vraiment un activiste entrepreneur pour les matières durables, et notamment le coton biologique. À l'époque, son seul client, c'était Greenpeace. Donc bon, les produits étaient pas franchement très sexy. Néanmoins, c'est un homme extrêmement engagé qui, lui, commençait à monter cette filière. Et quand moi je suis arrivée, ils étaient 35 cotonculteurs, marginalisés, donc évidemment en conversion, etc. Et en fait, on a passé un accord, on va dire, moral, de bon sens, en disant, voilà, moi je t'aide à former tes équipes. À l'époque, il avait une petite usine de 60 personnes dans les bidonvilles de Calcutta. Et toi, tu m'ouvres les portes sur la filière et je veux rencontrer les cotonculteurs et je veux comprendre comment ça se passe. Et voilà. Et donc, moi, je lui ai apporté, on va dire, un savoir-faire de confection, mais aussi les envies et les exigences des Français qui aimaient la mode. Et on a essayé, on a avancé au fur et à mesure. Donc, c'est une vraie aventure humaine avant tout. Mes premières livraisons, je me souviens, j'étais effondrée tellement c'était une catastrophe. Et en plus, il n'y avait pas de beaucoup de matière. Au début, c'était un jersey 180 grammes, extrêmement lourd. Et voilà, après, on est allé sur des light jerseys. Et puis, on a développé du tricot, du chaîne et trame. Enfin voilà, tout ça, ça a pris 17 ans. Et puis surtout, il fallait embarquer avec nous des cotonculteurs qui allaient se désengager d'une culture conventionnelle, souvent en contractualisation avec un Monsanto. Donc tout ça, ça prend du temps. Il faut être ultra pugnace et il faut pas avoir peur parce que il y a des contre-pouvoirs qui arrivent. C'est pas simple, mais on y arrive. Rien n'est impossible. Vous savez, dans mon bureau depuis maintenant 18 ans, il y a une citation de Mark Twain qui dit: ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, et ça nous colle vraiment à la peau. Bah oui, je me doute. Et du coup, donc en 17 ans, il y a combien, vous travaillez maintenant avec combien de 35 000 familles. Ah oui. Ouais, sur la même coopérative qui est certifiée GOTS, mais qui est aussi certifiée Fairtrade par Flowcert. Et en parallèle de notre action entrepreneuriale, on a notre association. Donc, à l'époque, c'était Terre des Kyog. Maintenant, c'est Umoon, où on essaye, à un humble niveau, évidemment, mais il n'y a pas de petits gestes, de financer des puits de compost, de l'eau potable, de l'éducation pour les enfants. Et voilà, c'est dépasser son propre rôle économique et faire savoir qu'on comprend aussi dans quelle situation ils sont. Et il suffit pas d'acheter à un prix équitable, mais c'est d'aller aussi plus loin. Et pour ça, il faut être sur le terrain, en fait, pour comprendre. Aller sur les champs, aller à leur rencontre, comprendre de quoi ils ont besoin. Ils vivent dans une extrême pauvreté, en fait. Il faut quand même pas l'oublier. Alors maintenant, lorsque je m'y rends, et là, j'y retourne début décembre, on est très contents parce que ça faisait 1 an qu'on bougeait plus. Les enfants ont un iPhone, l'électricité est là, l'eau est là, alors qu'à l'époque j'y allais, on était à la bougie, ça avait rien à voir. Donc les choses évoluent, les situations sont beaucoup plus favorables. Néanmoins, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Enfin voilà, c'est un vrai combat et c'est eux qui le mènent avant nous d'ailleurs. Bien sûr. Donc voilà. Et c'est là où aussi on se rend compte à quel point la collaboration sur toute la chaîne de fabrication est importante, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à dire moi Marc je dis qu'il faut faire comme ça, et donc il y a cette décorrélation finalement avec la réalité du terrain, ce qu'une marque peut penser, peut vouloir faire, et on voit à quel point finalement c'est tout un écosystème qui doit travailler ensemble, quoi. Oui, absolument. En fait, vous dites une chose très juste, c'est que notre réalité
n'est pas la réalité du terrain et inversement. Et c'est pour ça que c'est un ajustement en permanence pour faire en sorte que chacun y trouve son compte, parce qu'évidemment les marques sont soumises à des exigences de marché, de consommateurs, et la supply chain doit répondre à des exigences industrielles, économiques, enfin comme nous tous. Donc il faut mettre le curseur au bon endroit, mais surtout pour ça, il faut converser et se rencontrer pour que justement il puisse y avoir un équilibre entre parler avec le cœur et agir avec la tête. Ouais, complètement. Et j'aimerais bien faire un petit zoom sur le coton, parce que c'est quand même une matière qui est extrêmement utilisée dans la mode. Le coton biologique ne représente que 0,7% du coton cultivé dans le monde. Il me semble, c'est un chiffre que j'avais vu, que vous aviez rappelé aussi dans une émission, c'était sur France 5, je crois, qui était très bien sur le coton. Et je me demande du coup, comment c'est possible d'en voir autant ? Alors c'est une très bonne question. Alors maintenant j'ai vu des derniers chiffres, et hier j'étais avec quelqu'un qui est très engagé sur le coton biologique au niveau mondial. On approcherait des 3% de la production mondiale, mais ce qui reste extrêmement faible. Mais la réalité c'est qu'il y a plus de coton vendu sur le marché mondial qu'il n'en est réellement cultivé. Donc de coton biologique. Ouais. Donc forcément, il y a un problème. C'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde en veut, pour des bonnes ou moins bonnes raisons. Mais toujours est-il qu'il n'y en a pas pour tout le monde, qu'aujourd'hui, que ce soit sur le coton biologique, coton conventionnel ou beaucoup d'autres matières premières, il y a une vraie tension sur les marchés. Et que si vous connaissez votre filière, vous avez d'autant plus de chances de sécuriser vos approvisionnements pour les 3 années qui viennent. Mais ça, c'est un travail qui se fait au long cours et qui se fait pas immédiatement. Donc, des tricheurs, il y en a eu, il y en aura toujours, il y en aura encore. Donc, bien connaître sa supply, savoir détecter un vrai ou un faux certificat, c'est aussi des nouvelles compétences que les chefs de produits, les acheteurs intègrent aujourd'hui, mais rien n'est mieux que d'aller sur le terrain pour se rendre compte et de mieux comprendre ce que veut dire un certificat de transaction, de conformité, de connaître l'approvisionnement de ces matières et tous les maillons de la chaîne où certains sont moins transparents que d'autres. Par contre, en tant que consommatrice et consommateur, c'est plus compliqué parce qu'on est obligé d'une certaine façon de faire confiance aux marques qui nous disent c'est du coton bio, quoi. Oui, alors évidemment que les marques aujourd'hui ont un devoir d'intégrité, que la confiance a été rompue par rapport à différents scandales et que le consommateur aujourd'hui est un peu plus prudent, ce qui se comprend tout à fait. Mais aujourd'hui, de nombreuses marques mettent à disposition, à travers une traçabilité, à travers un QR code ou d'autres moyens, pour justement donner un accès à cette traçabilité. Mais il n'y a pas que la traçabilité aussi, ce qui est important, c'est la pédagogie, de comprendre comment ça se passe. Et puis, personne n'est parfait. Moi, la première, ni mon entreprise. On se donne le droit à l'erreur, mais se donner le droit à l'erreur, ça veut dire oser, prendre des risques, avoir des partis pris. Et donc, il faut être très humble là-dessus. L'idée, c'est vraiment de faire de son mieux, de progresser en permanence et d'agir concrètement auprès des communautés locales. Oui, c'est pour ça que parfois je me dis finalement appeler mode responsable, ça n'a pas vraiment de sens dans le sens où c'est toujours un travail en continu, quoi. C'est-à-dire qu'on n'atteint jamais finalement la responsabilité parfaite. On peut toujours faire mieux. Oui, et puis la responsabilité, elle est toujours partagée. Oui, quelles que soient nos situations de vie, elle est toujours partagée. Donc, elle doit être partagée aussi sur la supply, mais pas en exigeant de façon binaire certaines exigences auprès de nos filières, mais d'expliquer les raisons et de les accompagner. Nous, typiquement, on a fait une production récemment pour une de nos clientes et l'usine avait un très beau savoir-faire. Par contre, elle n'avait pas les certifications, notamment au niveau de l'écotoxicité. Eh bien, on a financé 50% de la certification. Et voilà, c'est l'ère de la preuve. Ok, on y va. Donc, et faire ce geste-là, c'est vraiment s'impliquer dans la durée
Et ça, c'est quelque chose que nos partenaires fournisseurs n'oublient pas en fait. Et ça, c'est hyper important. Donc, Ouais, complètement. Et d'ailleurs, pour rebondir un peu aussi sur ce qu'on disait sur ces nouvelles compétences de savoir lire des certificats, j'ai échangé récemment avec une marque qui me racontait un peu une de leurs mésaventures, une grosse marque française, qui me disait qu'un de leurs fournisseurs leur avait promis du coton labellisé GOTS. Ils avaient les certificats, ils avaient tout. Ils ont quand même décidé, parce qu'ils avaient les moyens techniques et financiers de le faire, de réaliser des tests sur ce coton. Ils l'ont fait 2 fois, ils l'ont envoyé à un laboratoire indépendant. À chaque fois, le coton est revenu en disant qu'il y avait des pesticides dedans. Et c'est là où on se dit... Oui, c'est déconcertant, c'est même décourageant. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des tricheurs, il y en a. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de coton. En tout cas, il y en a trop de coton certifié GOTS. Alors, c'est pas le référentiel qu'il faut remettre en cause. C'est ceux qui délivrent ce certificat et donc les organismes certificateurs qui vont... accepter un certain nombre de choses, sachant que lorsqu'ils délivrent le certificat, eux-mêmes ont dû faire des tests, que ce soit au niveau des pesticides et des OGM. Donc évidemment, il y en a beaucoup qui passent à la trappe. C'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer, et c'est pour ça que il faut être extrêmement exigeant et extrêmement précis. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et que parfois ça décourage les marques parce que c'est aussi des métiers à l'intérieur de l'entreprise qui changent et c'est des délais plus longs, donc c'est des nouveaux process. Donc mais bon. Ouais, et c'est là où aussi ces marques sont, en l'occurrence là, la marque était challengée par un peu ses clientes et clients qui ne comprenaient pas pourquoi seulement, je crois que c'est 30% de son offre est en coton labellisé GOTS. Mais c'est vrai que quand on réalise qu'en fait, on aurait pu labelliser 100%, mais que c'était pas vraiment du GOTS. Finalement, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, oui. Alors après, je crois que il faut y aller aussi étape par étape. Il faut être aussi assez prudent sur les revendications qu'une marque peut faire. C'est toujours, il y a des marques qui agissent beaucoup, mais qui ne disent rien. Et il faut faire attention parce que souvent on va juger des marques parce qu'elles ne communiquent pas, parce qu'elles ont d'abord choisi d'agir et ensuite elles vont communiquer et qu'il y a un temps long entre les deux. Moi, je suis plutôt favorable à cette option. Donc, il faut mieux faire 30% de quelque chose de très très bien que 100% de moyen. Mais et qu'il faut choisir ses combats parce qu'ils sont extrêmement nombreux dans le textile, sur les matières, sur le volet social, équitable, gouvernance, marque employeur. Enfin voilà, il y a énormément de sujets. Tout se recoupe et vont s'agréger à un moment donné, mais il faut aussi se laisser le temps d'agir. Et bien souvent, c'est impulsé par un dirigeant qui va donner les moyens à son équipe de le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, je suis raisonnablement optimiste, même si parfois je peux être déçue évidemment. Mais comparé au moment où moi j'ai démarré et aujourd'hui, et le Covid a accéléré, en tout cas, cette prise de conscience. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette contradiction dans la mode où on se dit oui, ça prend du temps, enfin je dis dans la mode mais de façon générale ça prend du temps de faire les choses bien, et en même temps on est face à une urgence écologique, et donc c'est de savoir, enfin d'arriver à combiner les deux, à la fois de répondre à l'urgence parce qu'il reste plus beaucoup de temps pour corriger la trajectoire, et on sait que ça peut pas se faire du jour au lendemain, donc non, et que si la population mondiale continue de croître et que forcément tous les économistes disent que on va produire, je crois, 30% de plus de vêtements d'ici 2030. Donc voilà, c'est compliqué. Il faut trouver, je crois, le bon business model de son entreprise, savoir définir aussi quel est le succès d'une entreprise où je capte ma réussite et mon ambition. Oui, et tout ça, il faut le revoir. Voilà. C'est des modèles, et puis ne pas, selon moi, tomber dans la facilité de se dire je vais continuer à produire, mais je vais utiliser des matières recyclées parce que, in fine, vous soutenez une culture conventionnelle, quoi qu'il arrive. Donc, il faut mieux repenser les choses, d'avoir une culture la plus propre possible. Et pour recycler des matières propres, il n'y a pas que la matière, il y a aussi tous les produits utilisés pour sa transformation, la teinture, l'énoblissements. Donc, voilà, c'est des sujets qui sont éminemment complexes, mais dont les personnes de plus en plus s'emparent, parce que aussi c'est des sujets passionnants et qui nous touchent tous, et surtout les futures générations. Bien sûr. Et c'est là où le gouvernement aurait peut-être sa place, en faisant voter des lois un peu plus strictes
parce que on le disait, c'est finalement tout un écosystème qu'il faut revoir, et dans cet écosystème, il y a aussi le pouvoir, quoi, le gouvernement. Oui, bien sûr, la réglementation, déjà, on voit qu'à travers la loi AGEC, il y a certaines choses qui se passent parce que le gouvernement oblige à certaines choses. Maintenant, il va falloir aller plus loin, ça c'est clair. Et je trouve ça dommage de devoir passer par des lois et des réglementations, mais hélas, c'est la seule voie possible. Je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Et pour terminer sur le coton, récemment, j'ai lu le rapport de la Transformers Foundation sur le coton et sur les fausses informations. Et dans ce rapport, donc il y a des experts, des expertes indépendantes, des journalistes, parce que c'est une fondation qui défend le jean et le denim, donc on pourrait s'interroger un peu sur son indépendance par rapport au coton, mais il y avait des experts indépendants à l'intérieur qui ont contribué au rapport, et ils démontraient un peu que tous les chiffres qu'on peut donner en vrac comme ça n'ont aucun fondement scientifique, notamment que pour fabriquer un t-shirt, non, il ne faut pas 20 000 litres d'eau, que non, le coton biologique ne consomme pas 91% d'eau en moins que le coton conventionnel, parce qu'on ne sait pas du tout d'où viennent ces chiffres. En fait, ils ont démontré par A plus B que non, il n'y a pas de fondement. C'est là aussi où c'est compliqué, parce que plus on va donner de fausses informations, moins on va parvenir à convaincre tout le monde de s'engager dans la transformation. Et je me demandais comment on arrivait à de telles fausses informations, quoi, dans l'industrie textile. C'est comme l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, ce qui n'est pas vrai. Et on a l'impression que tous les jours on découvre de nouvelles fausses informations, quoi. Oui, alors je pense que dans la communication, et je suis pas une pro de la com, mais on a besoin d'effets d'annonce, de punchline, donc c'est facile. Après, je crois que pour avoir des bons chiffres, faut aussi avoir les bonnes sources. Et enquêter sur le terrain. Moi, en fait, tous ces chiffres de consommation d'eau, je vous avoue que, déjà, quand il y a trop de chiffres, moi, je m'y perds et j'ai un peu de mal. Mais de toute façon, il faut être honnête avec une chose, c'est que lorsqu'on produit, on émet des CO2, on utilise de l'eau, et voilà. Donc, il y a un moment donné, si on veut arrêter complètement, il faut arrêter de produire. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il n'y a pas que le sujet de l'eau, il y a la consommation des insecticides, des pesticides, des OGM, avec tout ce volet contractuel, dépendance des cultivateurs, etc. Mais on peut aller sur d'autres matières, sur le cachemire, voilà, on trouve aussi des aberrations. Donc voilà, je pense que il faut savoir pourquoi on se bat. Moi, je me suis jamais dit, voilà, il faut que je fasse baisser tel chiffre. En fait, pour moi, mon action, elle est sur la durée. C'est d'essayer de rendre vraiment hommage et honneur à ces cultivateurs qui, grâce à eux, on a une matière première pour produire des produits. Essayer de le respecter du mieux que l'on peut et sur l'ensemble de la filière, et que les clients se sentent concernés par cette action. Donc voilà, de toute façon, des chiffres, il y en a tous les jours qui sortent. Il paraît que 70% de notre garde-robe n'est pas portée. Donc on s'est tous dit un jour, tiens, je l'ai acheté, je l'ai jamais porté. Moi, la première, ça m'est souvent arrivé. Donc voilà, est-ce que je pense souvent à Yvon Chouinard qui en 2011, durant la Fashion Week, je crois à New York, avait fait toute une campagne sur dire Don't buy this jacket. Bon, finalement, apparemment, c'est la veste qu'il a le plus vendue de toute l'histoire de Patagonia. Donc voilà, il n'y a pas que le coton comme matière qui est difficile à travailler, la matière humaine est aussi spécifiquement très difficile à appréhender et à travailler. Donc, oui, c'est vrai que j'ai fait un focus un peu sur le coton parce que c'est une matière qui est extrêmement utilisée, mais finalement, il y a plein de matières qui pourraient aussi remplacer le lin, le chanvre, qui sont des matières plus écologiques. Ouais. Le lin, typiquement, dans notre pays, on est le leader de la culture du lin. Et pourquoi elle s'est fait détrôner par le coton? Parce que déjà, dans une filature, il faut 10 fois plus de main-d'œuvre pour transformer le lin, filer le lin que le coton. Donc, il y a un impact coût. Le lin est très difficile à automatiser dans sa transformation. Mais le lin, on a la culture chez nous. Et on peut la transformer en circuit court. D'autant plus, alors parce qu'il y a des filatures en Pologne notamment. Et en plus, là, notamment Safilin réouvre une filature dans les Hauts-de-France qui ouvre, je crois, début 2022 avec des premiers fils qui vont sortir fin juin 2022. Donc, c'est une matière qui est extraordinaire, qui prend très bien les couleurs, qui est intrinsèquement, on va dire, écologique, qui n'a pas besoin d'eau, pour le coup, ou très, très, très peu. Et en plus, elle est chez nous.
hélas, 95% de ce lin est aujourd'hui transformé en Chine. Les lignes bougent, ça revient chez nous. Donc ça, c'est super. Le chanvre, c'est pareil. Donc voilà, il y a des solutions. On n'est pas sans solution. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La matière aujourd'hui qui reste la plus utilisée dans notre secteur reste les matières, on va dire, chimiques, dont synthétiques, mais aussi artificielles. Oui, le polyester, on n'en a pas parlé. Le polyester, c'est... vaste sujet. C'est un vaste sujet et surtout, ce dont on est sûr, c'est que c'est un fléau pour la santé humaine. Parce que vous et moi, tous les jours, on mange du plastique. Parce que le polyester relague énormément de microplastiques qui vont dans les océans. Et si on veut un effet d'annonce, paraît-il qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc, on fait quoi? Donc, et on porte du plastique aussi. Exactement. Donc voilà. Et on est dans l'ère du zéro déchet et c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à un zéro déchet. Enfin, moi, personnellement, dans ma vie au quotidien, à chaque fois, je me dis non, mais c'est pas. Enfin, j'essaye, hein, mais il y en a toujours beaucoup, quoi. C'est là de toute façon où le consommateur, la consommatrice ne peut pas porter toute la responsabilité de cette transition. Enfin, c'est pas possible, quoi. Je pense qu'il faut la partager, mais moi, en tout cas, j'ai une admiration sans faille pour les entrepreneurs, parce que je pense que les entreprises sont probablement le véhicule le plus puissant pour faire bouger les lignes, et que je suis très attachée à la responsabilité individuelle, et c'est pour ça que je suis devenue entrepreneur, pour essayer d'agir à mon tout petit niveau, parce que je suis vraiment toute petite par rapport à d'autres grosses entreprises. Plein de tout petits aussi, ça fait plein du de poids. tout petits. Voilà, ça fait écho à Pierre Rabhi et sa légende du colibri que j'adore, et c'est vrai qu'il faut continuer à s'attacher à ça. Je trouve que c'est important. Bien sûr. D'ailleurs, sur le polyester, je serais curieuse d'avoir votre avis sur le polyester recyclé. Vous en pensez quoi de cette matière-là qui fait beaucoup débat? Alors moi, je suis pas une pro du polyester recyclé, ni des matières recyclées en fait en général, parce qu'en fait pour moi, alors bien sûr on produit, je crois, on vend, je crois, chaque année dans le monde 100 milliards de vêtements. Donc on va dire, c'est à peu près 140 000 milliards de vêtements produits chaque année. Donc c'est énorme. Donc évidemment, on se dit, il y a un moment donné, il faut bien recycler. La réponse est oui. Mais si on recycle des matières conventionnelles qui n'ont pas respecté l'environnement et ses travailleurs, qui peuvent démontrer d'une certaine toxicité à l'égard du consommateur, finalement, on recycle tout ça. Et en cela, je trouve que l'action, pour moi, elle n'est pas aboutie et qu'il va falloir du temps parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les outils industriels de recyclage entre le délissage des vêtements, les matières mélangées, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des organisations et l'État qui abondent énormément pour soutenir des industriels. Mais voilà, dans la durabilité, il y a aussi la qualité. Et une matière recyclée, elle a des fibres plus courtes, donc elle ne va pas tenir ses promesses qualité. Et moi, ce qui est important, c'est encore une fois essayer quand même de produire moins, de produire mieux et de trouver des filières de recyclage qui soient propres et qui respectent la santé des consommateurs et des travailleurs. Donc c'est pour ça que je suis assez mitigée. Pour l'instant, voilà, c'est une solution comme une autre, mais pour moi, elle requiert d'une facilité pour se dire qu'on agit. Donc je suis partagée vraiment. Mais je suis assez d'accord avec vous. Le recyclage, j'ai l'impression qu'il y a deux problèmes principaux. Alors récemment, j'ai plein de rapports, mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours intéressant de se plonger un peu dans des rapports un peu plus scientifiques, mais qui parlaient justement de ces substances toxiques et qu'on retrouve dans les matières recyclées et que c'est un problème qu'on n'a pas du tout, que personne n'a vraiment abordé. En mode, c'est vrai que la matière recyclée c'est génial. Ouais, mais attention parce que toutes les matières toxiques qu'on avait dans la matière principale, elle se retrouve dans la matière recyclée. Et ça, on en parle encore très peu. Et l'autre sujet, c'est que finalement, on cache un peu la misère en se disant, nous, on a recyclé. C'est pas grave si on continue à produire autant, quoi. Oui, c'est précisément ce que je vous disais. Et je trouve que c'est une réflexion qui est un peu courte, en fait. Et qui, nécessairement, pour moi, soutient quand même une culture intensive, qu'elle soit du coton conventionnel ou d'un polyester primaire. Et puis, le polyester recyclé, vous avez plein d'usines de bouteilles plastiques qui se sont montées, qui sont certifiées juste pour dire, voilà, ça vient de bouteilles plastiques, c'est un polyester recyclé. Donc, bon, c'est quand même pas très glorieux, tout ça. C'est sûr. Donc voilà, mais donc il y a des bonnes et moins bonnes choses, comme
partout. Comme partout, c'est vrai. Alors j'ai mis un peu de temps à arriver à Goût de Fabrique, qui est votre nouvelle entreprise que vous avez créée en 2016. Donc c'est une société pour accompagner les marques dans leur diagnostic, stratégie, RSE. Et d'ailleurs sur LinkedIn, vous vous définissez comme une entrepreneur engagée pour une mode durable. Et c'est peut-être une question que j'aurais dû vous poser en introduction, mais c'est quoi votre définition de la mode durable? Parce que parfois j'ai l'impression qu'il est là aussi le problème, comme on n'a pas de définition objective ou scientifique, tout le monde met un peu ce qu'il veut derrière. C'est vrai. Quelle est votre définition à vous de la mode durable? Déjà, c'est du bon sens. Souvent d'ailleurs, quand on me demande une définition de ce qu'est la RSE, pour moi ce n'est que du bon sens. Alors c'est facile à dire comme ça. Mais pour moi, la mode durable, c'est avoir un produit désirable, de grande qualité, où derrière, il y a beaucoup d'humains, en fait. Et c'est ça qui me semble intéressant à travailler. Et chez Goût de Fabrique, au-delà de faire un diagnostic et une stratégie, qui n'est pas la partie la plus compliquée, parce qu'encore une fois, ça fait appel au bon sens, ce qui est en revanche beaucoup plus compliqué, c'est d'opérationnaliser cette stratégie au cœur des entreprises. Parce que, ça fait appel au changement. Donc, se frotter au changement, personne n'aime trop ça. C'est ajuster des compétences, c'est fédérer, c'est remettre en cause un écosystème qui, parfois a fait ses preuves, parfois a été défaillant. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on travaille depuis 50 ans dans notre industrie. Donc, et ça, en fait, c'est des choses qui nous passionnent parce que, on travaille on est dans le faire, en fait. On va pas, parce qu'en fait, moi, je suis un peu lasse et c'est normal parce que je vieillis, mais des constats ou que des blabla. Alors, le Rana Plaza, il y a eu ça, il va peut-être falloir quelque chose. Bon, enfin, bon, ça fait 10 ans, donc on va peut-être passer à autre chose. Donc ça, moi, en fait, je n'entends plus ça. Ça m'agace, en fait. Ça me met même très en colère parfois. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui veulent agir et qui ont envie d'apprendre. Et une entreprise, ça doit être apprenant aussi. Je trouve que d'être dans un mentoring, dans la transmission de ce qu'on a pu vivre, de comment on peut faire, il n'y a pas une méthode, en fait. Il n'y en a pas une, il y en a plein. Et déjà, c'est d'avoir envie de faire bouger les choses. Ne pas être trop ambitieux. Je pense qu'il faut choisir son combat, il faut les cranter et il faut montrer aux équipes en interne qu'on peut avoir des succès assez vite et leur montrer que c'est possible. Et derrière, mais voilà, ça déploie beaucoup plus vite finalement que les marques auraient pu l'imaginer. Et ça, c'est hyper intéressant. Oui, c'est vrai que les forces en interne des entreprises, c'est des citoyennes, des citoyens Exactement. Qui peuvent être engagés et qui peuvent être force de proposition. Complètement. Quoi. Et franchement, je n'ai jamais rencontré des équipes en interne qui m'ont dit « non, j'ai pas envie ». Mais vraiment, c'est juste, ils ont besoin qu'on leur donne les moyens et le go. Et derrière, voilà, ils ont besoin d'apprendre parce que souvent, ils ne sont pas formés. Ou parfois, on a des chefs de produits qui disent, là, on a muté en coton bio une partie de la collection. Par contre, je me prends 20% de plus en prix d'achat. Bah oui, c'est parce qu'en fait, en face, ils se disent, voilà, c'est nouveau, on va lui en mettre une louche. Et voilà, après, on se retrouve avec des augmentations qui sont tout à fait raisonnables, mais aussi parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Et voilà, donc c'est juste une question d'échange avec ses partenaires de supply. De dialogue, toujours. Et donc, vous accompagnez les marques. J'imagine qu'elles viennent vous voir pour 1001 raisons. Mais est-ce qu'il y a quand même des lignes directrices qui se dégagent? Est-ce qu'il y a quand même des raisons un peu majoritaires qui se dégagent quand les marques viennent vous voir, des besoins Alors, je dirais que globalement, c'est une volonté de la direction de vouloir, on va dire, avoir des collections plus vertueuses, plus engagées, mieux maîtrisées. Et très clairement, ils nous disent souvent, mais voilà, on a besoin d'aide parce qu'on ne sait pas par quoi commencer et comment faire. Donc, ils ont besoin déjà qu'on leur dise, ne vous inquiétez pas, c'est possible. Ça va prendre tant de temps sur tel ou tel volet. Mais en général, moi, j'aime bien identifier quelle est la matière principale qu'utilise cette marque, puisque c'est là où elle aura le plus d'impact, et de commencer et de tracer complètement la filière. Mais parfois, en fait, on découvre plein de bonnes choses que les marques font.
Et elle ne le savait pas. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Donc, c'est bien dans ce sens-là. Exactement. Donc, mais aussi, il faut savoir dire ce qui va bien. Et alors oui, il y a plein de gens qui font des choses dégueulasses, c'est clair. Mais moi, je préfère me concentrer sur ceux qui veulent faire bien et qui veulent avancer, parce que les autres sont souvent très toxiques et on sait qu'ils changeront pas. Donc, il faut mieux créer un collectif de gens qui ont envie et qui agissent vraiment. Voilà. Et c'est vrai, c'est une question qu'on a rapidement abordée un peu plus tôt, mais sur l'implication des lois ou du gouvernement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, les marques viennent vous voir de façon très spontanée, j'imagine. Oui. C'est parce qu'elles ont envie, ou en tout cas parce qu'elles sentent qu'il y a quand même une demande de la part des consommatrices et des consommateurs. Finalement, peu importe la raison, mais est-ce que pour que le changement aille plus vite, il faudrait pas les obliger à venir vous voir, enfin en tout cas à opérer cette transition RSE. Alors je dis vous voir, mais parce que oui, moi je vous d'autres, voilà, exactement. Voilà, mais moi je suis pas très favorable à l'obligation pour l'obligation. Je pense qu'il faut agir parce que on le veut vraiment et que ça s'inscrit dans la durée. Maintenant, je vais vous dire. La réalité aujourd'hui, c'est que le meilleur actif, l'actif, on va dire, le plus important des entreprises, c'est leur réputation. Et que, pour de bonnes ou mauvaises raisons, elles veulent préserver cette réputation et que ça les oblige à agir, en fait. Et que je crois que c'est beaucoup plus fort qu'une loi. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois par rapport à ce que je peux vivre et entendre. Donc, voilà. Oui, il y a toujours moyen de contourner les lois en plus, malheureusement. Oui. Mais c'est vrai que du coup, ça veut dire que la voix des citoyennes et des citoyens est extrêmement importante dans ce que vous dites. Bien sûr. On peut utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Absolument. Okay. Donc ça accélère. On a du pouvoir. Complètement. Et il y a donc ce point qu'on a quand même évoqué, l'aspect des quantités. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez avec les marques que vous accompagnez, oui, alors c'est génial, de basculer sur des matières plus écologiques, de rapatrier sa confection, enfin voilà, de faire plein d'efforts, certes, mais si c'est pour produire toujours autant, je sais pas trop si ça a de l'intérêt. Est-ce que vous échangez sur ce point essentiel de la réduction ? Oui, absolument. Alors moi, c'est ce que j'appelle, d'ailleurs, c'est ce que communément tout le monde appelle la frugalité. Parce que bien souvent, on va m'opposer le fait de dire ça c'est plus cher, ça c'est plus cher. Mais en fait, il y a plein de choses de bon sens qui font que l'entreprise va faire beaucoup d'économies et ça va lui permettre de financer sa transformation. Typiquement, on n'a pas besoin de lancer 4 protos pour se décider, pour savoir lequel va être meilleur, de lancer je ne sais pas combien de pièces de collection qui, après, ils ne savent pas quoi en faire. Donc aujourd'hui, il y a toute cette idée d'upcycling qui vient au secours de cette surproduction en amont et en aval. Mais à la base, je crois qu'il faut... il faut mieux penser ses collections et voilà, il faut avoir ce talent aussi de mieux acheter. Et c'est vrai que c'est un métier très compliqué pour ça quand vous avez un réseau de magasins ou un réseau de wholesale, de taper juste sur les quantités nécessaires. Et c'est pour ça qu'on a vu des nouveaux business models se mettre en place comme Asphalt qui travaille en précommande et ne va produire uniquement ce qui est commandé. Donc, en ce sens, c'est hyper intéressant. Mais je pense que les marques ont un gros job à faire là-dessus. Il faut soigner cette peur de manquer, en fait. Donc voilà. Ouais. Mais c'est en route. C'est en route. Ouais. C'est en bonne voie. Mais c'est vrai que je dirais que c'est encore un autre volet de la RSE parce que ça fait appel aux achats, au calcul des besoins, savoir faire des choix, mais surtout savoir renoncer. Et renoncer, c'est pas toujours ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Et là où l'enjeu va être peut-être le plus important, c'est au niveau de la fast fashion aussi, parce que c'est tout un business model à revoir. Mais c'est là où il y aura le plus gros impact, parce que des marques de taille moyenne qui vont réduire leur quantité, alors ce sera déjà génial. Mais là où il y aura le plus d'impact, c'est quand la fast fashion, alors j'espère que ça arrivera, mais va décider de revoir ses quantités produites. Je ne sais pas si vous y croyez, vous, mais... Je sais pas, en tout cas, c'est au-delà des quantités produites, c'est le nombre de collections qui naissent tous les 15 jours, mais qui, jusqu'à preuve du contraire, plaît, puisque les clients achètent. Donc, il faut être aussi réaliste par rapport à ça. Donc, c'est complexe. Je pense que les choses évolueront, mais voilà, je ne suis pas
je ne sais pas prédire l'avenir là-dessus, en fait. Mais en tout cas, pour l'instant, complexe. c'est un business model qui fonctionne. Et s'il fonctionne, c'est parce qu'il y a des clients aussi qui achètent. Voilà, donc. On le voit. Alors, j'ai toujours du mal à faire des généralités, mais il y a quand même pas mal de chiffres qui montrent à quel point aussi, même les nouvelles générations sont friandes de cette, mais même au-delà de la fast fashion de Zara, H&M, c'est-à-dire qu'on va encore plus loin aujourd'hui. C'est les Shein, c'est les Boo, tout à fait. C'est toutes ces marques-là qui produisent encore plus, encore plus vite. Tout à fait. Et c'est là où parfois il y a cette contradiction qui est un petit peu compliquée. Et pourtant, c'est une génération qui hyper consciente, qui va marcher dans la rue, qui va manifester. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La matière humaine, et c'est d'un point de vue sociétal, c'est pas toujours facile à décrypter. Mais moi, je pense que, en tout cas, je suis intimement convaincue que les nouvelles générations ne laisseront pas faire ce que nous, en tout cas, on a pu laisser faire à une époque, et qu'elles sont très exigeantes en fait sur les produits malgré tout qu'elles vont acheter demain. Elles aiment la mode et elles ont raison d'aimer la mode parce qu'il faut continuer à l'aimer. Par contre, il faut que la norme soit des matières propres, que ça protège les travailleurs, les consommateurs, qu'il y ait une notion aussi de prix juste. Donc voilà, mais donc c'est enclenché. Donc moi je fais confiance aux nouvelles générations et c'est pour ça aussi que ça me tient à cœur de transmettre mon expérience parfois dans des écoles ou à des jeunes pour leur donner envie aussi de s'engager. Et c'est là où même les médias et je m'inclus dedans, ont un rôle vraiment extrêmement important à jouer et qu'on n'a pas rempli le job encore parce que j'intervenais, c'était au début de l'été dans un lycée en région parisienne, dans un lycée professionnel pour justement parler de toutes ces notions de mode responsable. Et à la fin de cette présentation, je leur ai demandé si ils savaient, enfin si avant ils avaient conscience un petit peu de tous ces enjeux, et non. Enfin, je dirais 90%, la réponse a été non. Donc c'est là où on se dit que il y a encore un boulot d'information à faire qui est énorme, quoi. Ouais. On croit que c'est gagné, mais pas du tout. Enfin, il y a encore, il va falloir qu'on continue à informer. Mais je pense aussi que l'éducation, l'école doit intégrer dans tous les cours, quel que soit le cours, de la finance à la productique. Dans tout, on doit avoir un volet lié à la RSE. Ça doit vraiment infuser de partout et c'est comme ça qu'on va former les nouvelles générations. Et c'est vrai que je trouve qu'encore dans les écoles, c'est très sous-dimensionné. Donc, et je pense que c'est le premier pas vers un engagement beaucoup plus affirmé et maîtrisé par les jeunes générations. Ouais, complètement. Alors, on va terminer l'interview sur des questions un tout petit peu plus personnelles. Ce j'aime bien pour connaître la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que vous vous considérez comme une personne engagée et pourquoi ? Alors c'est prétentieux de dire oui, mais je pense que je l'ai démontré parce que je suis pas engagée depuis hier et je pense que j'ai apporté la preuve de mon engagement, même si c'est comme dans l'amour, il faut le prouver tout le temps, au quotidien. Donc je continue. Je suis pas parfaite, hein, je fais des erreurs et je m'interroge beaucoup, mais ouais, je pense que je suis une femme engagée à travers mon engagement professionnel, puisque entreprendre c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire ça vous quitte jamais. Le soir, quand je quitte mon bureau, j'y pense. Enfin voilà, donc c'est assez parfois pénible pour mes proches de vivre avec moi. Donc oui, engagée aussi à travers mon asso, puisque voilà, j'essaye de faire des petites choses qui me tiennent à cœur. Je soutiens aussi l'ONG Vision du Monde, qui est la première ONG qui parraine des enfants, avec Camille à sa tête, qui est une femme extraordinaire et qui me disait encore il n'y a pas plus tard que 2 jours qu'il y avait encore 800 millions de personnes dans le monde qui étaient en souffrance de malnutrition, et je vous donnais pas le chiffre des enfants qui meurent chaque année de faim. Et voilà, c'est
absolument insupportable. Et du coup, j'ai dit à mon mari, on fait un versement encore à Au Moon pour Vision du Monde. Donc voilà, et je soutiens aussi, par exemple, Anaïs Detey des Récupérables, qui est l'une des pionnières sur l'upcycling en France, et pour faire en sorte qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs que moi en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, donc c'est mon petit tiers-temps à moi qui me plaît parce que je n'ai pas de rapport économique. Et ça, c'est extrêmement apaisant pour moi. Parce que dans une entreprise, voilà, il y a un rôle économique, il y a plein de choses qui, au fur et à mesure du temps, parfois sont un peu usants. Et j'aime bien avoir ce tiers-temps parce que voilà, je fais ce qui me plaît avec des gens qui me font vibrer et que j'ai envie d'accompagner. Ok, ouais, c'est chouette. Et quel est votre rapport personnel à la mode et aux vêtements ? Moi, j'aime la mode, en fait. J'ai beaucoup d'admiration pour la capacité à créer. Mais moi, aujourd'hui, je consomme évidemment beaucoup moins. Quand j'étais jeune, j'étais entre 20 et même 30 ans. Je consommais beaucoup, et pas que des trucs clean, ça c'est clair. Et en plus, je sortais d'une histoire familiale où j'étais quand même, où j'avais jamais eu de vêtements. Moi, je me souviens, je voulais absolument un sweat poivre blanc, par exemple. C'était cette époque. Je l'ai jamais eu parce que mes parents n'avaient pas d'argent, donc j'ai eu une frustration. Mon premier salaire et tous mes salaires entre 20 et 25, je les ai tous claqués dans des vêtements. Et puis évidemment, quand je me suis engagée, j'ai regardé les choses différemment. Mais voilà, je ne veux pas dénigrer la mode. J'aime la mode. J'achète aujourd'hui beaucoup plus, par exemple, des ventes pour soutenir des actions de jeunes entrepreneurs. Et parce que je sais, c'est pas simplement un t-shirt en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est des gens qui se battent, c'est des gens qui prennent des risques, et ça on le souligne pas suffisamment. Donc voilà. C'est vrai. C'est un joli rapport aux vêtements. Et alors la question rituelle de fin que je pose à toutes mes invitées, avez-vous des modèles dans la vie ? Oui, on en a tous. J'ai différents modèles. Bon, déjà, les entrepreneurs. Il y a des bons entrepreneurs, il y a des moins bons, mais comme partout. Mais j'aime les entrepreneurs parce qu'en fait, je suis fascinée par leur capacité à créer, à emmener, à faire des choses. Et ça, voilà, on est passé, il y avait Loom à côté. Bon, voilà, je les adore parce que ils sont pas langue de bois, parce que ils vont au bout des choses. Donc, on n'aime pas, mais ils ont un parti pris, ils y vont. Donc, j'aime les jeunes entrepreneurs comme des entrepreneurs beaucoup plus, on va dire, avec une envergure beaucoup plus visible, etc. Bon, Yvon Chouinard, ça a été c'est lui qui a révélé beaucoup de choses chez moi. Mais un Pierre Rabhi, philosophe, qui aussi m'a mis le pied à l'étrier dans mon engagement, qui lui est tout à fait raccord entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Moi, je suis pas prête à aller vivre dans le Larzac, à cultiver ma terre. Non, je suis pas capable, je l'avoue. Je suis attachée à une certaine forme de confort. Donc voilà, ces gens-là, ils me font m'interroger aussi sur ma personne, sur ma quête de ce que j'ai envie de faire. Et je me l'interroge d'autant plus que j'arrive bientôt à 50 ans. Et donc voilà, c'est tous ces gens qui m'apportent beaucoup. J'adore lire, j'adore les biographies, j'adore les parcours, parce que j'aime ce côté j'ose. Je vais peut-être me planter, mais j'ai osé. Et je trouve que c'est une vertu que j'adore vraiment. Très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci Chloé. Merci à Nathalie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles. Et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.